Bon, merci d'être là. Je vais faire un petit sondage pour commencer. Est-ce qu'il y a des recruteurs dans la salle? Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui ne recrutent pas dans la salle? Que ce soit les entretiens techniques? Est-ce qu'il y a des gens qui font vraiment... Vous faites rien du tout? Pas d'entretien technique? Rien du tout? Vous êtes juste des développeurs? Est-ce qu'il y a que des développeurs dans la salle? Ok, je vais essayer de contextualiser un petit peu aussi. Donc effectivement, ça parlait beaucoup recrutement, mais je pense que ça, pour les développeurs, ça peut être des bons tips pour les boîtes que vous recherchez à intégrer. Je vais commencer par me présenter. Donc moi, je m'appelle Arnaud. Je viens d'une boîte qui s'appelle Octo Technologies. Pour ceux qui ne connaissent pas, on est une ESN, cabinet de conseil de 400 personnes, basée essentiellement à Paris, mais on est un petit peu à l'étranger. Aujourd'hui, filiale d'Accenture, pour être précis. Donc moi, je suis chez Octo depuis 11 ans. Je suis responsable d'une équipe de un peu plus de 20 personnes qui se focalise sur tout ce qui est pratique de qualité des développements, ce qu'on appelle le software craftsmanship. J'ai la chance de manager 8 personnes en direct et depuis à peu près 4-5 ans, je fais passer beaucoup d'entretiens techniques et ce qu'on appelle chez Octo des entretiens managers, donc plutôt des entretiens, ce qu'on appelle les entretiens finaux de savoir-être. Donc cette session va parler du Graal. J'aimerais proposer une petite définition du Graal. Si on suit la définition de mon pote Perceval, c'est peut-être un bocal à anchois. Dans la tradition chrétienne, c'est plutôt une coupe. Parfois, on parle de pierre incandescente, de corne d'abondance. En tout cas, il n'y a vraiment pas de consensus. Dans le développement, c'est pas forcément hyper consensuel non plus. En général, c'est une sorte de mouton à 5 pattes, une forme de super-héros, un développeur sur lequel on peut cocher des cases à côté de tout ce qu'on cherche dans la boîte. Un peu un mythe. Est-ce que quelqu'un a déjà vu ce genre d'offre un peu surréaliste? Ok. Ouais, moi, il y a un truc que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, c'est cherche développeur Swift, 5 ans d'expérience. Ouais, voilà. Donc vous savez tous que le Swift n'est pas aussi âgé. En plus, parfois quand on trouve ce genre d'offres, donc soit c'est des offres d'emploi, soit c'est des offres de prestations, on se retrouve ensuite sur des projets qu'on nous a un peu survendus. Ah, on va travailler sur du Go, et on se retrouve à faire de la maintenance de COBOL. C'est peut-être arrivé à certains d'entre vous. Voilà. Donc ça génère une certaine méfiance dans le marché du travail. Voilà. Encore un truc bullet point, mais je vais encore me retrouver à travailler sur du legacy. Un peu pourri, il n'y a pas de DDD. Voilà. En gros, on nous vend du hype. Moi, c'est des choses que j'ai vues. Hein. Des développeurs qui rentrent chez un compte, des grands comptes, hein, notamment des grosses startups du web. On leur vend du rêve et ils se retrouvent vraiment à travailler sur du code tout pourri. Donc, en général, ils nous demandent très vite à partir, voire parfois, à une ancienne époque où on ne faisait pas assez attention aux devs, ça arrivait de démissionner aussi, malheureusement. Thomas l'a dit ce matin dans sa keynote d'ouverture. Le développement, c'est un marché très tendu. On est dans un secteur de plein emploi. C'est d'autant plus compliqué aujourd'hui de trouver des seniors. Je suppose que parmi vous, notamment parmi les gens qui sont des recruteurs, je pense que vous avez beaucoup de mal à recruter des profils un peu expérimentés. Moi, j'ai du mal. Ça fait à peu près 2 ans que je cherche ce que j'appelle un profil senior pour mon équipe et j'arrive pas à trouver. Donc j'ai essayé de trouver d'autres solutions. Bon, on a essayé de trouver d'autres solutions chez Octo. Aujourd'hui, pour répondre à cette problématique de plein emploi, de problème de plein emploi, il y a des structures comme 42 qui sont créées pour créer très vite des profils développeurs, très vite des pisseurs de code. Excusez-moi un petit peu de truc un peu péjoratif. Il y a aussi des écoles de reconversion. On va aider les gens qui n'ont pas un background d'ingénieur, en tout cas d'informaticien, à rentrer dans l'informatique. Mais ces gens, il faudra les former à un moment donné. Donc ça ne répond pas forcément à cette problématique de marché hyper tendu. En plus, selon moi, à juste chercher des profils très expérimentés, ou en tout cas très adaptés,
on loupe quelque chose. Moi, ça fait 10 ans que je travaille dans l'agilité. Je fais beaucoup de conseils, je fais beaucoup d'accompagnement sur l'agile et sur la qualité des développements. Et en général, quand on vient me voir, on me dit « Ouais, on a des problèmes avec notre dev, c'est tout pourri, il faut tout changer ». En général, le premier problème qu'on rencontre, c'est qu'il y a des problèmes de communication. Thomas l'a abordé ce matin aussi dans sa keynote d'ouverture. En général, avec le métier, on ne comprend rien au métier. On n'échange pas suffisamment. Je pense qu'on pourrait faire une offre commerciale Choctaw qui s'appelle juste « Communiquer bordel ». Je pense qu'on aurait un succès monstre. Moi, c'est des choses que j'ai rencontrées chez un de mes clients récemment. Grosse société, avec plusieurs bâtiments. On avait les développeurs qui étaient au sous-sol, comme la IT Crowd. Le métier qui était en haut de la tour. Il y avait quelques problèmes de communication. Je vous avoue que ce que programmaient les développeurs ne correspondait pas forcément à ce qu'attendait le métier. Donc, dans cette présentation, je vais essayer de vous proposer une solution pour sortir du dev hyper adapté, techniquement. Donc moi, je vais vous proposer qui chercher, selon moi, qui aujourd'hui, quand on veut adresser ce problème de recrutement, quel type de profil vers lequel il faudrait peut-être plus s'orienter, comment on les recrute, comment on les intègre dans l'entreprise, comment on les intègre dans les équipes, et comment on les conserve, comment on les garde. Excusez-moi pour le terme un peu péjoratif de la conservation. On n'est pas dans les petites boîtes. Voilà. Selon moi, qui il faut chercher? Il faut d'abord chercher, à l'opposé de ce que je vous disais, des profils très adaptés, on va plutôt chercher des profils très adaptables. Mais je pense qu'il y a quand même quelques critères, notamment sur le savoir-être à chercher, et qui sont indispensables. Je pense que le premier critère à chercher, c'est des gens qui croient en vous, en votre société, au message que vous portez. Donc faut-il l'avoir communiqué de façon un peu claire. C'est un peu aussi un nerf de la guerre. Partager une vision d'entreprise qui soit un peu claire pour les gens qui postuleront chez vous. Moi, par exemple, ce que je cherche dans les entretiens, pour savoir si quelqu'un partage ma vision, donc partage la vision d'Octo, c'est, je lui pose tout simplement la question, pourquoi vous venez chez nous? Et si je vois une petite étincelle dans les yeux, je pense que, en tout cas, il y a ce critère-là qui est rempli. Ensuite, je vais encore prendre le pas de Thomas Pierrin ce matin. C'est essentiel que vous ayez des gens qui savent communiquer, qui savent échanger, qui n'aient pas peur d'aller voir le métier, qui n'aient pas peur de le challenger. Comme je disais tout à l'heure, le principal problème de l'IT, pour moi, ce n'est pas la tech, c'est les problèmes de communication. En plus, par extension, je considère que le développement, c'est une activité sociale, ce n'est pas une activité technique. Bien sûr, il faut avoir un minimum de background technique, mais l'enjeu du développement, c'est le côté social de la chose, savoir communiquer, savoir se mettre à la place, utiliser l'empathie. Certaines personnes aujourd'hui ont fait des sessions sur l'UX, sur le design, sur l'ergonomie, on est vraiment là-dedans. Ensuite, et je vais revenir beaucoup là-dessus sur mes slides suivants, il y a tout un enjeu de transmission du savoir. Vous allez peut-être recruter des juniors, demain ce sera des seniors, il faut que ça puisse transformer vos juniors en seniors. Encore une fois, je vous conseille de ne pas chercher ou de ne pas être un développeur qui travaille tout seul dans son coin. Et enfin, toujours sur ce sujet, une société qui marche bien, des équipes qui marchent bien, c'est des équipes qui se font des feedbacks. Donc, toujours de la même façon, il faut des gens qui savent les faire, donc qui savent communiquer de façon propre avec leurs collègues. Parfois, on parle de communication non violente, par exemple. Donc, des gens qui savent utiliser ce genre d'outils. Je parlais de profils adaptés. Voilà. Moi, je pense qu'il faut des gens qui savent prendre du recul sur eux-mêmes, pour accepter les feedbacks, je vous en parlais tout de suite, mais qui, à terme, sont capables aussi un peu de challenger votre société, votre projet, en tout cas, savoir prendre du recul, quoi. Pour moi, un projet agile qui fonctionne bien, par exemple, c'est un projet où les développeurs sont capables quand
quand on leur a bien transmis la vision du produit, la vision du projet, de challenger le product owner, capable de lui dire, par exemple, je pense que ça, effectivement, je comprends que c'est prioritaire, je pense que ça va être compliqué pour atteindre la deadline qu'on s'est fixée. Donc je te fais une contre-proposition. Si on fait un petit compromis métier, qui je pense rentre dans la vision, on va y arriver. Et nous, ça permettra d'être serein sur le développement. Donc vraiment des gens qui sont capables de prendre de la hauteur. J'en parlais un petit peu dans le fait de croire en ce que fait votre entreprise. Je pense qu'il faut que ce soit des gens qui partagent vos valeurs. On rentre toujours dans cette capacité à transmettre une vision d'entreprise, une vision de projet. Pourquoi c'est important? Parce que c'est ce qui va garantir une bonne intégration dans vos équipes du nouvel arrivant. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que des gens, chez Octo notamment, c'est que des gens qui ne s'adaptent pas aux valeurs d'une entreprise, la culture d'entreprise peut être une force de rappel pour ces gens. C'est-à-dire qu'ils peuvent se sentir très rapidement exclus. Il y a quelque chose de très intéressant que m'a dit quelqu'un qui arrive depuis pas très longtemps chez Octo. C'est quand je suis arrivé chez Octo, j'avais peur d'être exclu. Vous avez une culture d'entreprise tellement forte que j'avais peur d'être mis au banc et de ne pas trouver ma place. Je pense que ça peut arriver aussi dans vos entreprises, notamment si vous avez une culture forte, ou si vous essayez d'aller vraiment vers une culture assez forte. Enfin, je suis désolé, je vais faire un petit point sur la diversité. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un enjeu sociétal d'avoir des équipes diverses dans notre industrie. Je pense sur les profils techniques, on tourne à moins de 20, voire moins de 10% de femmes. Je pense que c'est un peu problématique. Pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, il y a des études qui ont été faites, notamment aux États-Unis, qui montraient que les équipes qui offrent le plus de diversité au sein de leur salariat sont 35% plus performantes que la moyenne des entreprises. Et à contrario, les entreprises qui ont le moins de diversité sont moins performantes que la moyenne des entreprises qui ont été auditées. Donc là, on a sur la diversité. Au niveau de la parité, on tourne autour de 15% de surperformance. Après, il y a beaucoup de choses qu'on peut constater. J'ai un de mes collègues qui me disait, du jour au lendemain, quand il y a une fille qui a intégré l'équipe en tant que développeuse, la communication était de bien meilleure qualité. Il y a eu en tout cas plus de communication. Elle a incité les autres membres de son équipe à aller plus voir le métier. Effectivement, ça rajoute une contrainte supplémentaire, celle de... je disais tout à l'heure, on est sur un secteur d'activité qui est très tendu. Si en plus on se fixe une contrainte d'essayer de trouver plus de diversité, effectivement c'est compliqué. Je vais vous donner quelques tips tout de suite justement sur le sujet. Donc, comment on recrute ces profils avec un savoir-être un peu particulier? Je pense que d'abord, il faut que vous définissiez très précisément les critères que vous recherchez. Sur le savoir-faire, ça c'est assez simple, mais on peut aussi sur le savoir-être. Quelles sont les valeurs que vous recherchez, notamment? Donc tout ce que je vais vous présenter maintenant, c'est des retours d'expérience de ce que nous on pratique chez Octo, ou plus précisément ce qu'on pratique dans mon équipe. Déjà, le nerf de la guerre, c'est d'attirer les profils, d'attirer les développeurs et les développeuses. Je vous parlais tout à l'heure en introduction des offres un peu bullshit avec plein de bullet points très techniques. Moi, je vous propose d'aller plus loin, notamment ce que propose Sandro Mancuso dans son bouquin The Software Craftsman, c'est d'un peu plus parler de comment on travaille chez nous, vers quel poste vous pouvez aller, en tout cas quelles responsabilités vous pouvez avoir. Beaucoup de choses qui permettent aux candidats de se projeter un peu plus dans l'entreprise. Je pense que pour attirer aussi, il faut travailler ça comme. Moi, je pense que c'est très important de faire des conférences et d'avoir un blog. Pourquoi? Parce que ça permet de créer ce que j'appelle des rôles modèles. Des profils auxquels les candidats vont pouvoir se dire « moi j'ai envie de devenir comme telle personne » ou « j'ai envie de faire la même chose que telle personne ».
Je pense que c'est essentiel aujourd'hui. Des sociétés qui ne font pas de com sont moins visibles, voire pas visibles du tout, auprès des meilleurs candidats. Chez Octo, bon, moi je suis là, un autre développeur qui est à côté, on fait beaucoup de com aussi. Mais j'ai pu constater que, par exemple, d'autres boîtes, type Les Furets, par exemple, pour parler d'une boîte que je connais bien, fait beaucoup de com aussi et attire des meilleurs candidats. En termes de contre-exemple, pour moi, je considère que les choses qui n'attirent pas, peut-être que je suis un vieux con, mais moi, une offre, on me parle juste de compétences techniques et on me dit on a un baby-foot, c'est pas ma cam. Je sais pas ce qu'il en est pour vous. Et un autre truc qui est complètement rédhibitoire, c'est voilà, je suis un peu vieux, j'ai 36 ans, c'est un recruteur que je n'ai vu ni David Adam qui me tutoie dès son premier email. Je suis désolé, je suis peut-être un peu vieux sur ce sujet. Mais voilà. Il y a des gens que ça rebute aussi dans la salle, d'être tutoyé dès une première une prise de compte. Ok, bon, je suis peut-être un vieux con. Ensuite, une fois qu'on a réussi à lui proposer un entretien technique à ce candidat, moi, ce qu'on fait chez nous, en tout cas, moi, ce que je propose, ce que je conseille de faire, et ce qu'on fait chez nous, c'est d'abord de binômer avec la personne. Soit, voilà, première approche, c'est la personne, on lui demande de venir juste avec son PC. Je vous conseille de lui demander de venir avec son PC, avec son idée, au moins un environnement qu'il maîtrise. Et de faire un kata plus ou moins simple, plus ou moins compliqué, pardon. Ça peut être juste un FizzBuzz. En tout cas, de travailler avec la personne pour pouvoir se dire, ok, je vois à peu près comment il travaille, il fonctionne un peu la même façon que moi, il maîtrise à peu près la même technologie que moi, ok, demain, je l'attaque dans mon équipe sans problème. On peut aussi lui avoir demandé de préparer du code à l'avance, de faire une revue de code avec lui faire des feedbacks, voir comment il réagit au feedback, justement. On teste un savoir-faire, on teste aussi une partie de savoir-être. Toujours en se disant à la fin, ben voilà, en étant capable de se dire à la fin, l'enjeu de tout ça, c'est de pouvoir se dire, est-ce que demain, je l'intègre dans mon équipe, est-ce que demain, j'ai envie de travailler avec lui ou elle? Ensuite, un dernier point qui pour moi est essentiel pour tester un savoir-être, c'est des mises en situation. Je vais vous parler de moi des quelques questions que je pose quand je rencontre un candidat. Question hyper courante. Qu'est-ce que tu fais quand tu es bloqué? Pour un développeur ou pour un profil un peu plus expérimenté, qu'est-ce que tu fais quand un de tes collègues te demande de l'aide parce qu'il est bloqué? C'est tout con, mais au moins on connaît sa réaction à une situation de blocage. Ce qui est rédhibitoire, c'est je ne demande pas d'aide, ou j'attends une demi-journée, ou je lui dis d'aller regarder la doc. Autre question que je pose, tu es tech lead d'un projet. Comment tu t'assures qu'un nouvel arrivant monte bien en compétences? Ou quelles pratiques tu mets en place? Comment tu gères les conflits dans ton équipe? Ou quand tu es en conflit avec quelqu'un ou quand le ton monte, comment tu le gères? Et enfin, pour revenir sur le sujet de la diversité, une question que je pose très souvent, qui me permet aussi de démontrer un certain nombre de valeurs qu'on a chez Octo. Tu es confronté à une remarque raciste ou une remarque sexiste entre deux membres de ton équipe, comment tu réagis? Quand on cherche à travailler sur la diversité, je pense que c'est des questions essentielles à poser aux candidats pour lui montrer que c'est un sujet important dans l'entreprise. Ça me permet d'introduire le point suivant, qui est la nécessité d'échanger. Secteur de plein emploi oblige, c'est encore mon motto. La séduction doit marcher dans les deux sens. Si vous ne laissez pas la possibilité au candidat de vous poser des questions sur l'entreprise, il ne pourra pas se projeter. En plus, petit conseil, vous vous en doutez, il ne faut surtout pas mentir à ce moment-là. Faut toujours, si on vous pose une question et qu'on vous prend un défaut, c'est-à-dire que oui, sur tel sujet on n'est pas bon, être franc avec la personne. C'est pas rédhibitoire, et si ça devient rédhibitoire, de toute façon, elle viendra chez vous, et peut-être en 24 heures, 48 heures, elle posera sa donne. J'exagère peut-être un petit peu, mais je pense que c'est possible. On peut aller jusqu'à visiter les locaux, décrire des activités en mission, ou des activités que la personne fera au quotidien, décrire les missions qu'elle va faire si on est une ESN. Je suppose que parmi vous,
vous savez exactement ce que vous aimez dans les entretiens, ce que vous détestez dans les entretiens, ce que vous aimez voir, ce que vous détestez voir. En gros, je pense que vous avez tous en mémoire le pire entretien que vous avez pu avoir, mais plutôt côté recruteur, ou le meilleur entretien que vous avez pu avoir. Ce que je vous conseille de faire, c'est en entretien, de se dire « je ne fais que ce que j'aime voir quand je candidate quelque part ». Moi, par exemple, ce que je fais, ce que j'aimais voir quand je faisais des entretiens, et donc ce que j'applique, j'essaie de donner systématiquement à la fin de l'entretien mon avis. Je donne tout de suite un feedback. En général, en tout cas dans mon cas, je sais à peu près si la personne va le faire ou pas, ou en tout cas son niveau technique. Ce qui m'arrive de faire aussi depuis quelques temps, pareil, si j'ai bien capté la personne, c'est essayer de lui parler de son manager, de son hypothétique futur manager que j'envisage pour lui ou elle. Je peux vous dire que quelques fois où je l'ai fait, la personne a signé, en tout cas. Dans mon cas, à chaque fois, les personnes ont signé quand je leur ai fait ce petit exercice. Et un dernier point que j'essaie de faire systématiquement, c'est d'essayer de rentrer en empathie avec la personne. Par exemple, de sentir si la personne est stressée par l'entretien. Il m'est arrivé une fois de sentir que la personne était bloquée. Elle me présentait un cas d'étude. Je me sentais un peu bloqué. Je lui ai demandé juste de se lever et tout de suite, l'entretien s'est mieux passé. Voilà, quelques petits tips qui peuvent aider l'entretien à mieux se passer. Point suivant, voilà. Il a signé, elle a signé. Comment vous l'intégrez dans votre entreprise? Sur cette partie-là, moi, je vais plutôt aborder un retour d'expérience sur un graduate programme qu'on a mis en place chez Octo depuis 1 an et demi, dans lequel, pendant 8 mois, tous les développeurs qui ont moins de 2 ans d'expérience sont formés puis accompagnés sur des projets de développement. Ce qui nous permet justement de les acculturer à l'entreprise et de les former. Donc, ça coule de source. Si vous avez recruté des profils plus adaptables qu'adaptés, il va falloir les former. Par exemple, pour mon équipe, en tout cas chez Octo, pour tous les profils développeurs doivent être formés au Test-Driven Development, à la revue de code, au Clean Code. Là, on est en train de faire, à partir de janvier, tous les profils qui veulent travailler sur le machine learning, qui ont plus de 2 ans d'expérience, vont être formés à tout ce qui est machine learning aussi. En tout cas, la vision d'Octo du machine learning. Un autre exemple, pour ce que j'ai pu voir chez un de mes clients pas plus tard qu'hier. Donc, c'est une boîte qui fait un logiciel de compta. Ils ont organisé un BBL pour que tous les développeurs puissent connaître tous les enjeux de la comptabilité. Moi, je peux vous dire que c'est la première fois que je trouvais la comptabilité intéressante. Parce qu'en plus, ils avaient contextualisé vraiment dans leur métier, et c'était vraiment passionnant. Voilà. Dans quel cas la comptabilité ne peut pas être informatisée, par exemple? Une fois que les développeurs ont été formés, il faut ancrer leur savoir. Pour ça, un bon moyen, c'est le mentorat. Dans un premier temps, quand la personne vient d'arriver, on va travailler sur son intégration, sur le quotidien d'une intégration dans une entreprise. Ensuite, on va l'aider à gérer sa progression, notamment vis-à-vis des formations qu'il a pu avoir. Et enfin, l'aider à se projeter à long terme. Peut-être que vous avez entendu parler des O3. Est-ce qu'il y en a des gens parmi vous qui ont entendu parler de ce système? Non? En fait, c'est quelque chose qu'on pratique chez Octo depuis presque 10 ans. Chaque manager, moi, chez Octo, c'est plutôt des mentors, en fait, fait un entretien d'une demi-heure toutes les semaines ou toutes les 2 semaines avec toutes les personnes qu'il manage. Justement pour pouvoir gérer tout ça. Pour pouvoir gérer l'intégration, la progression et la carrière. Dernier point qui est très important pour faciliter l'intégration, c'est donner des feedbacks.
Voilà. Quand c'est positif, pour informer la personne qu'elle est sur la bonne voie. Quand c'est négatif, il faut recadrer à un moment donné. Je pense que c'est très important parce que si on ne recadre pas les personnes quand ils sont dans la bonne voie, soit à un moment ils sont exclus. Je parlais tout à l'heure de la problématique d'une culture d'entreprise et du rappel que ça peut avoir sur les gens qui ne s'y conforment pas. Soit ils vont diluer la culture, soit on va aller dans une mauvaise direction à terme. L'année dernière, ça nous est arrivé justement avec des jeunes candidats, des millennials, comme on dit, donc des gens qui sortent de l'école. On a eu plusieurs développeurs très bons à côté, ou en tout cas qui ont très bien réussi leur entretien, et qui avaient des gros problèmes de concentration. Le cas le plus flagrant, c'était une personne qui ne pouvait pas s'empêcher, dès qu'elle avait un message sur son téléphone, de le regarder. Elle l'a fait une fois en réunion client. On a été obligé de la recadrer. C'est typiquement le genre de choses qu'il faut enseigner, notamment aux gens qui sortent de l'école. Malheureusement. Ce que j'appelle faire un peu de discipline parfois. Ça arrive. Et à côté de ça, c'est pourtant des forts potentiels. Mais il y a quand même parfois des petits trucs à recadrer. L'intégration dans l'équipe maintenant. Donc on l'a intégré dans la société. Comment on intègre dans une équipe qui se forme pour l'occasion, soit qui est nouvellement formée? Je pense que le premier point qui est essentiel, c'est partager une vision claire. Pourquoi? Parce que je suis convaincu que quand une vision n'est pas assez bien partagée avec les développeurs, ou que la vision du produit n'est pas assez claire, ou qu'il y a très peu de contact avec le client qui peut nous transmettre cette vision, et ce qui devient le but du développeur, c'est pas de produire un logiciel qui corresponde, qui permette de remplir cette vision, c'est d'améliorer son CV. Je peux être un peu trash en disant ça, mais je l'ai pu le constater plusieurs fois. Les personnes vont se focaliser sur apprendre la nouvelle techno plutôt que produire le logiciel. Ou, pour les gens qui sont très à fond sur la qualité, on va se focaliser sur produire le logiciel de la meilleure qualité possible. J'ai vu un exemple, pareil, c'est le client dont je vous parlais qui fait de la compta. Au début de mon intervention, ils avaient 0 deadline. Ils passaient 3 heures par jour sur baby-foot, véridique. Et puis du jour au lendemain, le CEO a tapé un peu du poing sur la table virtuellement. Il a décidé de mettre en place une deadline en expliquant pourquoi. Voilà, tel jour, on fait une démo à un panel d'utilisateurs. Tout de suite, les développeurs ont été plus impliqués, se sont un peu moins focalisés sur juste faire un truc optimum en termes de qualité ou juste s'amuser sur la tech, et tout de suite sont partis sur un bon rythme. L'exemple le plus flagrant, moi, en tant qu'accompagnant sur la qualité des développements, c'est qu'ils n'avaient plus de temps pour moi. Ils n'avaient plus le temps de travailler avec moi, juste sur l'amélioration de leur pratique. Un point qui est essentiel pour l'intégration d'un nouvel arrivant, c'est le pair programming ou le mob programming. Est-ce qu'il y a des gens qui ne savent pas dans la salle ce que c'est que le mob programming? Donc le mob programming, c'est un peu comme le pair programming. Sauf qu'en fait, c'est toute l'équipe qui se réunit autour de l'ordinateur et pas seulement une paire. Ça nécessite un petit peu quelques tips de modération, mais l'avantage, c'est qu'on a une équipe qui est tout de suite très impliquée dans le projet, il y a un partage de connaissances qui se fait envers tous les membres, et une appropriation collective du code qui est très rapide. Donc pour moi, c'est essentiel au démarrage de projet. Et dans mon équipe, je sais que les tech leads, systématiquement, commencent par faire ça. On est une équipe de 4 devs. Pendant les premières itérations, on travaille tous ensemble tout le temps. Il faut faire passer le message au client, mais on commence à être de plus en plus pédagogue pour faire passer le message. Un autre point qui est essentiel, selon moi, c'est la revue de code. D'abord, c'est une source essentielle de feedback. Ensuite, ça donne la possibilité de feedback aux jeunes développeurs. Ensuite, quand c'est le jeune développeur, le junior, le nouvel entrant dans l'équipe, qui fait un feedback aux personnes qui sont déjà présentes ou aux seniors, d'une part, ça lui permet de poser des questions, et ensuite, ça lui permet de remettre en question l'existant. Donc on a un double effet qui se coule.
Enfin, ça permet de s'approprier les standards. Donc, que des mérites. Enfin, le dernier point pour moi qui est la bonne intégration dans une équipe, c'est les feedbacks opérationnels. De la même façon que dans une entreprise, on peut avoir une culture, une équipe peut avoir sa propre sous-culture ou sa propre dynamique auquel il faut se conformer. Donc, il est nécessaire que la personne puisse avoir et recevoir, puisse donner des feedbacks ou en recevoir. Typiquement, ce qui arrive très souvent, c'est quelqu'un qui ne respecte pas les horaires des stand-up meetings. Voilà, il faut lui faire des feedbacks sur le sujet. Ou ça peut être aussi voilà, un nouvel arrivant, le tech lead qui lui fait un feedback, ou en tout cas qui fait un entretien avec le développeur pour savoir comment il a géré sa progression sur le projet. Ou le challenger, par exemple, lui dire « Je constate que tu n'as jamais travaillé sur tel plan de logiciel, je te conseille, par exemple, à prochaine itération, de prendre une user story qui concerne ce point-là. » Donc on gère, via cette partie-là, via ces entretiens opérationnels, la montée en compétence sur le projet. On les a recrutés, on les a intégrés, on a créé une dynamique d'équipe. Comment on garde les développeurs dans sa société? Peut-être que vous connaissez cette citation d'Amadou Hampâté-Bâ. Moi, je l'adapte au développement informatique en disant qu'un développeur qui part, c'est toute une partie du savoir du logiciel qui brûle. Qui, dans cette salle, suite au départ d'une personne, s'est rendu compte que personne ne savait comment fonctionnait un plan logiciel? On est exactement là-dedans. Personnellement, j'ai un membre de mon équipe qui va partir bientôt. Malheureusement, il part vivre au Canada, donc tant mieux pour lui. Mais je pense que je vais perdre beaucoup avec son départ. C'est quelqu'un qui pilotait beaucoup de choses dans mon équipe, qui faisait beaucoup de choses. C'était beaucoup lié justement à son savoir-être, et je ne pourrais jamais le remplacer. Donc il y a vraiment plus quelque chose qui sera nécessairement différent suite à son départ. Je pense que ce slide part de lui-même. Le salaire ne doit jamais être un problème. Si une personne ne se sent pas valorisée à sa juste valeur, ne se sent pas estimée à sa juste valeur, elle va partir, nécessairement. Ça ne doit jamais être un problème. En gros, une personne ne restera pas pour le salaire, mais pourra partir à cause du salaire. Un point qui est essentiel aussi, c'est autonomiser, responsabiliser, donner de l'impact. Autonomie dans sa gestion de carrière, en tout cas assisté par son manager, son mentor. Responsabilité, donc savoir déléguer des choses et connaître l'impact qu'a la personne dans l'entreprise. Ça passe effectivement par exemple, si vous êtes une USN, l'informer sur le chiffre d'affaires qu'il génère, en toute transparence, comme s'il connaît l'impact qu'il y a dans l'entreprise. Vous déléguez du recrutement technique, des entretiens techniques, ou du management, ou du mentorat, des responsabilités. Quelque chose auquel on est très mauvais en France aussi, c'est remercier, féliciter. Individuellement. Ça peut passer par le salaire en fin d'année, mais ne pas hésiter, par exemple, quand la personne a fait une conférence ou écrit un blog assez exceptionnel, de lui dire bravo, tout simplement. L'informatique a cela d'exceptionnel que c'est un secteur d'activité qui est continuellement mouvant. C'est un secteur où il faut nécessairement tout le temps apprendre. Et je pense que les développeurs sont un peu mis, comme leur secteur d'activité, en tout cas un peu imité la façon dont fonctionne le secteur d'activité. Un développeur qui n'apprend plus, c'est un développeur qui s'ennuie, c'est un développeur qui va partir. Ou un développeur qui ne peut plus apprendre aux autres. Donc voilà, il faut proposer des perspectives, ça peut être des niveaux, ça peut être des postes, ça peut être la capacité à changer d'équipe, ça peut être la capacité à monter sur une nouvelle techno, en tout cas il faut donner des perspectives. Un point qui est essentiel aussi, on en a parlé indirectement, mais il faut qu'un environnement soit
ben, faut qu'il y ait un bon environnement pour vos développeurs. Moi, je préfère... Souvent, dans le RH, on parle de rétention des équipes. Moi, je préfère parler de préservation. On va éviter les burn-out. Ça, c'est pour les start-upers. Pour les ESN, on peut éviter le stress. On peut essayer d'avoir un bon équilibre pro-perso. Un exemple, j'ai un des membres de mon équipe qui a travaillé sur une mission assez éprouvante en tant que tech lead. Bah, j'ai essayé de m'arranger pour que la mission qu'il a ensuite soit un peu plus cool. Tout de suite, voilà, il sait qu'il est reconnu pour avoir travaillé sur une mission challengeante, et donc il est récompensé en partie pour ça, d'une certaine manière. C'est une forme de récompense, de lui dire, tu vas faire une mission qui est intéressante, mais sur laquelle tu seras peut-être un peu moins pressurisé. Un dernier petit point, tout ce dont je viens de parler autour de le fait de garder ses développeurs, c'est facilité par le rôle du manager. Donc c'est très important. Je pense que voilà, c'est une personne essentielle pour le récompense des développeurs, que ce soit en termes de salaire ou juste en termes de remerciements, pour faciliter un bon environnement. Et pourquoi pas aussi, dans vos entreprises, quelque chose qu'on fait chez Octo, que je vous conseille de faire, c'est de donner la possibilité de changer de manager quand la personne pense que, voilà, j'ai tout appris de cette personne, j'aimerais bien changer. J'aimerais bien un autre type de management, où je ne me sens pas bien avec cette personne, je ne me sens pas bien valorisé, j'aimerais voir si avec quelqu'un d'autre ça marche mieux. C'est une possibilité. Un petit takeaway. Encore une citation de moi. Je pense que vous avez compris que selon moi, il faut chercher plus d'adaptabilité dans les profils que vous recrutez, mais il faut les former et les accompagner. Chez nous, ça marche bien. Depuis qu'on s'est focalisé là-dessus, on a toujours 20% de croissance, alors qu'on est toujours dans un secteur de plein emploi. Pour en revenir à la métaphore du Graal que j'ai un peu filé avec tous mes gifs et toutes mes références à Kaamelott, moi j'ai le sentiment que la vraie réussite du roi Arthur, en tout cas sa réussite, c'est d'avoir créé une équipe, d'avoir créé les Chevaliers de la Table Ronde. Donc moi j'estime que le vrai Graal, la vraie réussite d'Arthur, c'est d'avoir créé une dynamique d'équipe. Donc c'est en ça que pour moi je pense qu'il faut arrêter de chercher le Graal dans les développeurs, mais plutôt essayer de chercher la meilleure des dynamiques d'équipe. Les équipes, nécessairement, vont être mouvantes. Moi, ce que je vous conseille, alors, là je mets point d'interrogation à la conservation des équipes au-delà des projets, mais je pense que ce qui peut être intéressant, moi je ne l'ai jamais essayé, je pense que ça peut être intéressant, on a créé une dynamique, autant essayer de la préserver. Une chose que j'ai souvent vue chez Octo, par contre, c'est conserver des binômes d'un projet à l'autre. Donc des gens qui savent déjà bien travailler ensemble, qui ont une certaine forme d'osmose, et qui vont être un peu plus performants que les développeurs qui vont arriver, en tout cas qui vont réussir à créer une première forme de dynamique, créer une première forme de culture d'équipe, et aider les autres à s'intégrer là-dedans. Enfin, même si vous êtes la meilleure boîte du monde, vos développeurs vont partir ou vous allez partir. Moi, je suis un mauvais exemple, ça fait 11 ans que je suis dans la même boîte. Mais parmi vous, je pense que vous avez au moins démissionné 1, 2, 3 fois. Voire plus. Qui a démissionné plus de 4 fois? Qui a fait plus de 4 boîtes ici? Ok, voilà. En général, c'est parce que, voilà, quelle que soit votre boîte, à un moment donné, je pense que vous n'aurez plus rien à leur apprendre. Il faut qu'ils aillent voler leurs propres ailes d'une certaine manière. Ou qu'ils auront besoin de plus de stabilité. Quand on est une société de service, une ESN, parfois, au bout d'un moment, on en a marre de bouger tout le temps dans l'endroit où on vit. On a envie d'un peu plus d'aller toujours au même endroit ou d'avoir un peu moins de pression en changeant de projet tout le temps, etc. Moi, je pense que c'est important de se séparer en bons termes, de dire merci pour les services rendus et peut-être à bientôt. Moi, j'ai vu des gens revenir chez Octo, partir et revenir au bout de quelques années. Et en tant que SN, ce que j'ai vu assez souvent, c'est qu'un ancien de la boîte nous contactait et devient notre client, pour qu'il devienne notre client. Toujours partir en bons termes, c'est important. J'ai fini. Est-ce que vous avez des questions? Micro.
1, 2. Au fond. Il y a 2 questions, il y en a une au fond et une ici. Oui, merci. Hop, ça marche plus. Sinon, je vais la répéter. C'est bon? Oui. Oui, merci pour la présentation. En ce qui concerne la croissance, tu as parlé de... Vous avez parlé, parce que tu as les principes. Là, je tolère. Merci. Vous avez dit que chez Octo, vous avez connu une croissance à peu près de 20 points. Et quand on est dans les 35-40 points de croissance au niveau des équipes, comment, si vous l'avez déjà connu, comment tiennent ces principes? C'est compliqué. Moi, c'est toujours la même chose. Il faut assez vite essayer de trouver des gens à qui on peut déléguer des responsabilités. Moi, dans mon équipe, typiquement, on a doublé de taille en 1 an. On était une 12-13 l'année dernière, et là, on est passé à 27. En 1 an et demi. Ce que j'ai mis en place très vite, c'est déléguer le management. Déléguer la montée en compétences, déléguer le staffing, déléguer le mentorat. Je ne pouvais plus suivre, alors qu'initialement, je manageais la moitié de mon équipe. Et ensuite, pareil, la même chose, pour gérer tout ce qui est entretien de recrutement, pareil, déléguer très vite, faire monter en compétences en binôme, toujours de la même façon. Hein. Je parlais de binômage technique pour faire monter en compétences dans une équipe. Pareil, hein, on veut faire monter en compétence quelqu'un sur un entretien technique, mais on le fait à 2. Toutes les pratiques que vous pouvez avoir dans votre entreprise, pour monter à l'échelle, il faut binommer pour que tout de suite les gens commencent à rentrer dans le bain, en tout cas commencent à s'approprier une nouvelle technique, une chose qu'il faut faire pour croître. Pareil pour le management, le fait de faire des entretiens toutes les semaines, voilà, quelqu'un qui a 3-4 ans d'expérience, on peut assez rapidement lui déléguer le profil le management de quelqu'un de plus junior, mais tout de suite en étant accompagné sur cette pratique-là. Donc il faut vraiment passer tout. On n'est pas sur du binomage, mais au moins on a la capacité à faire des feedbacks très rapidement à la personne. Oui. À la croissance. Oui, à la merci. Voilà. C'est par rapport à la phase amont. Là, tu parles de l'intégration. Ouais. Donc c'est clair, hein, le fait de déléguer, binommer, démultiplier, mais toute la phase amont, c'est-à-dire le respect de la culture dans le choix des personnes, alors que le marché ne fournit pas forcément la population que tu pourras atteindre vis-à-vis de la culture de ton entreprise. Par contre, tu es poussé à devoir faire de la croissance. Ouais. C'est pareil. Je pense qu'il faut jamais baisser ses exigences. Ça, c'est sûr. Voilà. Je parlais souvent, par exemple, sur le sujet de la diversité, on parle de la crainte de, comment ça s'appelle, la discrimination positive. Voilà, on recrute des gens en baissant nos exigences pour acquérir plus de diversité. On est vraiment aussi dans cette problématique-là. Je pense qu'il ne faut jamais baisser ses exigences, quitte à avoir moins de croissance, malheureusement. Même si, pareil, hein, nous, on arrive à atteindre nos objectifs, mais c'est toujours très, très chaud. Mais faut malheureusement, dans ce cas-là, on essaie de plus travailler, on essaie de plus disponible pour les entretiens. On fait beaucoup de com'. Je pense que ça, aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. Notamment pour recruter les profils les gens plutôt sur un savoir-être. On cherche des gens qui sont adaptables dans la technique et sur leur poste, mais adaptés à notre entreprise. C'est un peu ça aussi que j'essaie de transmettre dans cette partie-là. Donc vraiment, il faut se focaliser sur conserver ses exigences, être très disponible et faire beaucoup de com. Tout de suite pour que les gens savent où ils vont et qu'ils ne viennent pas juste parce qu'on les a sollicités. Ah oui, à la limite, on les a sollicités, je connais déjà votre boîte, je sais déjà un peu ce que vous faites, et oui, ça m'intéresse. On a des gens qui sont déjà un peu acculturés à la boîte. Il y a une petite forme d'acculturation. Moi, j'ai plusieurs petites remarques, en fait, des questions en même temps. Ouais. Tu dis que tu compares en fait le départ d'un développeur à une bibliothèque qui brûle. Ouais. Et en même temps, tu dis que chez Octo, vous et donc tu essayez de mettre en place une mentalité, on va dire, qui se rapproche du software craftsmanship ou alors du clean code. Ouais. Mais dans ces manifestos, dans ces idéaux, ils prônent le partage du code et la culture du code commun au sein de l'entreprise. Donc c'est un peu contradictoire selon moi. Je suis d'accord. En fait, si tu l'appliques seulement au code,
mais selon moi, une personne qui part d'une équipe, c'est plus la même équipe. Oui, peut-être. Voilà. En fait, globalement, tu perds une partie de la dynamique. Effectivement, je pense que tu perds très peu de choses. Tu vas perdre peu de choses. Si on parle d'appropriation collective, c'est ce que va gérer les revues de code, le pair programming, etc. Mais je pense que tu vas toujours perdre un savoir-être. Ça va être une personne qui va avoir des acquaintances avec le métier, qui va être plus facilement aller voir ces personnes-là. Ça va être le speaker de l'équipe, par exemple, ou la personne qui creuse tel sujet en veille. Effectivement, sur le logiciel, le but, c'est qu'il n'y a pas de problème. Mais par contre, ça va être surtout les à côté que tu vas perdre quelque chose. Il y a un autre point sur lequel, justement, pour coller à ça, tu as fait je trouve qu'il faut faire la différence entre binomage et pair programming, qui n'est pas du tout la même chose. Toi, tu dis que tu mets en place des binômes dans tes équipes, mais du coup, pour partager le code, le pair programming, c'est super, mais le binomage, c'est moins bien, puisque tu associes des paires de personnes qui ont des affinités, c'est très bien, mais si elles restent tout le temps ensemble, tu ne partages pas la culture de code, en fait, avec les... Je suis d'accord, je pense que c'est peut-être un... Ouais. En fait, moi, j'utilise binomage et pair programming de la même façon. D'accord, ok. Et dernière petite remarque, je ne sais pas, tu as dit que tu as parlé d'un millénial qui passait son temps sur, je ne sais plus, Facebook. Il faut faire attention, tu as dit que tu as quel âge? Moi, j'ai 36 ans. Tu fais partie des millénials aussi, donc c'est juste pour dire... je parle des... Oui. Voilà, c'est tout. Du début de la génération Y. Oui. Moi, je parle des gens qui sont nés nés dans les années 80. Oui. Peut-être presque la génération Z. Oui, bien sûr. Qui commencent à rentrer sur le marché du travail et qui sont nés avec des téléphones portables. Et pour qui, au bout de 10 minutes, au bout de 30 secondes, si le téléphone vibre, ils vont aller dessus. Je suis d'accord, c'est une mauvaise habitude. C'est vrai qu'il faut... Ouais. Bon, mais merci beaucoup. De rien. Eh ben, c'est tout, non? Ok. Merci beaucoup.